Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Le vent tourne, écrit le colonel Jacques Heugard dans son nouvel essai « La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie ». Car après 2 années de conflits et de mobilisation occidentale en faveur de Kiev, de mobilisation aussi de l'OTAN, l'atmosphère est beaucoup moins optimiste en France. Alors Jacques Heugard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Vous êtes ancien officier de Légion au prestigieux 2e Rêve. Vous avez aussi servi au Kosovo au sein du COS, le commandement des opérations spéciales, ce qui vous a familiarisé avec l'OTAN et avec la menace qu'elle pouvait représenter pour certains pays. Et vous êtes désormais expert en intelligence stratégique. Je vais tout de suite évoquer l'Ukraine, cette tragédie que vous décrivez dans votre nouvel essai. Je vais vous citer. La guerre qui se termine, à l'avantage incontestable de la Russie, consacre une nouvelle défaite de l'OTAN et derrière elle, de l'hégémonie américaine. Alors, Jacques Heugard, ce jugement n'est-il pas prématuré ? D'autant plus que vous dites, plus loin dans votre ouvrage, que l'Amérique aura atteint un de ses objectifs stratégiques, à savoir couper la Russie de l'Europe. Alors, Jacques Heugard, pourriez-vous nous éclaircir ce paradoxe apparent ? Non, ce que j'ai voulu dire dans cet ouvrage, c'est que depuis 2 ans, on nous dit que l'Ukraine, ou l'État ukrainien d'aujourd'hui, va gagner cette guerre. Et c'est une mobilisation extraordinaire d'experts étoilés ou galonnés sur les plateaux de télévision ou dans les médias français pour nous expliquer tout ça. Ça me faisait bondir parce que c'était mépriser, ignorer les réalités fondamentales du rapport de force qui était en train de s'installer. D'un côté, vous aviez la Russie, 148 millions d'habitants, une dizaine de fuseaux horaires, une profondeur stratégique colossale par rapport à la petite Ukraine. 30 millions d'habitants aujourd'hui peut-être, alors qu'elle en avait 51 au moment de l'indépendance en 1991. C'est aussi, côté russe, l'appareil de production militaire de défense qui est réveillé aujourd'hui. En 2 ans, finalement, la Russie produit 50 fois plus d'obus d'artillerie qu'en 2022, au moment du démarrage de la guerre. On pourrait parler des engins blindés, des chars, des engins blindés d'infanterie, etc. Tout est à l'avenant. Et en face, vous avez une armée ukrainienne moins nombreuse, avec beaucoup moins de réserves, aujourd'hui fatiguée par 2 ans de bombardements incessants et de supériorité d'artillerie et de supériorité de l'air considérable de la Russie. Et l'OTAN derrière, qui est pour moi ce que j'ai dit l'autre jour sur un autre plateau de télévision, un tigre en papier, c'est-à-dire une coalition d'États qui donne du poil à gratter évidemment aux Russes et au président Poutine, et qui est dénoncé, dont la montée vers l'Est est dénoncée depuis au moins peut-être 10 ans d'ailleurs déjà maintenant. Hein. Je me suis longuement dans votre essai sur cet élargissement. Voilà. Donc cet élargissement, mais ça c'est une chose. Mais surtout l'OTAN, moi je vois ce qu'on a déversé comme argent en Ukraine aujourd'hui et comme matériel disparate qu'on ne peut entretenir, qu'on ne peut maintenir, etc. Parce qu'il n'y a pas les spécialistes voulus, il n'y a pas les pièces voulues, etc. Créer un déséquilibre phénoménal. Et moi, je dis que oui, aujourd'hui, la Russie est en train de gagner militairement la guerre. Ça, c'est à mon avis indiscutable, militairement. Alors, bien entendu, derrière, il y a... et il faut en finir, je dirais. C'est l'appel du pape, il y a quelques jours, en disant qu'il était temps que l'Ukraine brandisse le drapeau blanc. À quoi elle a répondu, évidemment, dans sa logique à elle, mais je le souhaite de tout mon cœur parce que je pense que cette guerre est une hécatombe pour la jeunesse ukrainienne en particulier. Il est temps que ça s'arrête et il est temps que les négociations reprennent. Ces négociations qui n'auraient jamais dû être torpillées comme elles l'ont été par les puissances anglo-saxonnes et notamment par le Premier ministre Boris Johnson en mars 2022, alors qu'elles étaient sur le point d'aboutir après les rencontres d'Istanbul.
Alors vous évoquez donc l'appel du pape, nous allons revenir là-dessus dans un instant. Vous avez aussi évoqué l'élargissement de l'OTAN qui est au cœur de l'argumentaire russe depuis, évidemment depuis 1994, que vous expliquez dans le livre, avec des discussions entre Clinton et Eltsine, mais évidemment depuis 2022, c'est l'un des arguments centraux de l'intervention, de l'offensive russe en Ukraine. Aujourd'hui, les partisans de l'OTAN font valoir que Poutine est intervenu en Ukraine pour empêcher l'extension de l'Alliance Atlantique à ses portes, mais depuis, l'OTAN s'est élargie avec les entrées de la Finlande et de la Suède à la suite donc de ce conflit ukrainien. N'est-ce pas là, cet élargissement, un échec de Moscou? Alors moi, que nous pouvons voir sur la carte. On peut le prendre comme ça au premier degré, mais je ne pense pas du tout en réalité, parce que c'est impliquer deux États jusqu'à présent considérés comme neutres dans un affrontement, si cet affrontement a lieu, qui ne tournera pas à leur avantage. Et donc, je pense qu'au contraire, c'est une manière pour l'OTAN de montrer des muscles, cette adhésion de ces deux pays, mais de montrer des muscles qui, encore une fois, correspondent à des muscles en papier, si je puis dire. Donc je pense qu'en réalité, c'est un très mauvais calcul de l'OTAN, cette pression. Elle est dénoncée depuis, je vous dis, 2014-2017. Je me souviens de cette phrase de Poutine disant « ce n'est pas nous qui allons vers l'OTAN, c'est l'OTAN qui monte vers nous ». Et je retiens aussi cette phrase de l'ambassadeur Jean de Gnasty, il y a quelques mois, ou un an peut-être maintenant, disant clairement je ne sais pas si l'Ukraine est dans l'OTAN, mais l'OTAN est dans l'Ukraine. Et tout ça, pour moi, ce sont des ferments de guerre. Quand vous touchez à des intérêts stratégiques d'un pays, la Russie ou un autre, eh bien, vous l'amenez à un moment donné à une position de défense dans laquelle elle s'est mise le 24 février 2022. Mais je le rappelle parce que c'est trop souvent ignoré aussi de l'opinion en général. Une semaine après que les forces armées ukrainiennes, appuyées par leurs milices nationalistes, aient lancé une offensive sur le Donbass. Donc on oublie tout ça, mais c'est la réalité, ce sont les faits. Et je crois que c'est très important à savoir pour avoir une analyse équilibrée de cette guerre, de cette tragédie. Alors que faire de la sécurité des pays d'Europe de l'Est qui réclament donc l'Alliance Atlantique? Doit-on les abandonner? Je dirais que, si vous voulez, on a mis tous ces pays dans une espèce de corner où ils n'ont pas tellement le choix aujourd'hui. Soit ils apparaissent comme regardez le cas de la Hongrie, par exemple, ou le cas de la Slovaquie récemment, qui choisissent de ne pas s'impliquer dans cette alliance que j'estime, moi, être contre nature, parce que et regardez les ennuis que ça leur fait. Donc les autres pays peuvent avoir des positions un petit peu intermédiaires et prudentes, mais en réalité, tout le monde oublie que depuis longtemps le pacte de Varsovie a été dissous, d'ailleurs ces pays en faisaient partie. Tout le monde oublie que l'OTAN est passée d'une posture strictement défensive qui est conforme à ses statuts, c'est l'Alliance Atlantique. Elle est passée dans une posture d'agence de sécurité worldwide, je dirais, agissant dans le monde entier, et en particulier contre nos ennemis historiques. Alors, je pense que l'OTAN n'a pas digéré en fait la fin de l'Union soviétique et la naissance de la Fédération de Russie. Pour moi, ces deux États n'ont pas grand-chose à voir, si ce n'est bien sûr la subsistance de certains réflexes et de certaines pratiques anciennes héritées du monde soviétique. Mais très franchement, je pense que on aurait été mieux inspiré, je dirais, de rechercher à répondre à la main tendue des Russes dès la fin de l'Union soviétique, lorsqu'ils souhaitaient rejoindre la maison commune européenne, lorsqu'ils souhaitaient même rejoindre l'OTAN, puisque cette demande a été faite par Poutine à Clinton, qui n'a pas dit non d'ailleurs, qui n'a pas dit oui, mais qui n'a pas dit non, avant d'en être découragé par son administration. Et finalement, eh bien, on a laissé monter l'insatisfaction, la colère.
c'est ce que le pape a dit, à force de grogner les aboiements de l'OTAN aux portes de la Russie, on finit par produire cette situation dramatique. Voilà. Et je ne cherche pas à donner des excuses. Je dis que dans l'histoire des relations inter-États, quand on commence à toucher aux intérêts stratégiques d'un État, il se raidit et à un moment donné, il se défend. Syndrome de la forteresse assiégée. Donneriez-vous raison à Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui disait donc que l'OTAN était un vestige de la guerre froide ? Ah ben je le crois. Et si vous voulez, moi je pense que l'OTAN aurait dû céder la place au moment de l'effacement, de la disparition de l'Union soviétique, à un système européen de sécurité globale. Alors ce système aurait dû évidemment intégrer la Russie, alors bien sûr avec les difficultés posées par les Polonais et par les États baltes qui sont dans leur comment dirais-je, dans leur position un petit peu c'est l'histoire qui veut ça, une position un petit peu hostile à tout rapprochement avec la Russie, mais ça nous aurait peut-être évité cette guerre aujourd'hui. Le problème, c'est que l'Amérique ne voulait pas de ce système. L'Amérique ne voulait pas d'un système européen harmonieux, uni, de l'ouest à l'est, de l'Atlantique à l'Oural, et l'Amérique voulait une Europe divisée, et a une Europe divisée. Donc ça, c'est ce que vous disiez au démarrage. Oui, elle a atteint cet objectif stratégique de diviser l'Europe, mais qui n'est pas un intérêt des Européens ni des Français, et il faut le répéter et le clamer sur les toits, parce que tout le monde l'oublie. Et en même temps, elle a poussé la Russie dans les bras de la Chine et des pays du BRICS. Hein. Donc nous Français, on est les dindons de la farce dans cette affaire. Et il faudrait que les Français le comprennent, parce que l'OTAN est une organisation, à mon avis, le général Desportes, qui dit parfois tout et son contraire, c'est vrai, a quand même eu ce génie de dire, je crois que c'était sur LCI ou BFM TV, de dire en quelques mots, je les cite dans mon ouvrage, quelques mots cruels sur l'OTAN, mais empreints de vérité et de réalisme, en fait. Donc l'OTAN est une machine de guerre aujourd'hui au service des seuls intérêts américains et certainement pas européens. Et l'Europe se fourvoie en pensant, et les pays d'Europe, et les derniers adhérents également, se fourvoient en pensant que l'OTAN est ce qui va les protéger de tous les dangers. Alors il nous faut profiter de votre expérience militaire pour évoquer la situation sur le front que d'ailleurs nous pouvons voir ici sur cette carte réalisée par Choc du Monde. La Russie semble avoir pris l'ascendant, au moins depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne à l'été dernier. La Russie remporte des victoires, notamment à Avdiivka, dans le Donbass, et accumule la prise de petites localités dans ce secteur. Mais les avancées restent lentes, et je crois que c'est l'argument que l'on entend ad nauseam dans les médias français. La Russie, à les en croire, grappille quelques kilomètres seulement. Jacques Hogar, ce rythme est-il normal, militairement parlant, ou les commentateurs de LCI ont-ils raison de dire en fait que le front est gelé, concrètement ? Alors moi, je ne pense pas que le front soit gelé, parce qu'il bouge quand même. Il bouge de manière relativement modérée, vous l'avez dit, mais je pense que surtout il répond à une volonté du commandement russe qui est d'épargner la vie de ses hommes, en fait. En face, vous avez... Les médias occidentaux disent absolument le contraire. On entend parler de vagues de soldats russes, on a l'impression de voir un film hollywoodien. Je renvoie vos auditeurs à un article de Marianne qui est sorti il y a quelques jours déjà, et qui, s'appuyant sur des notes de l'état-major, qui n'aurait d'ailleurs pas dû fuir, probablement, ça c'est encore un autre problème, donne la réalité des choses. Donc tout le monde sait, y compris, je pense, le président Macron et son ministre de la Défense, son état-major, etc. Tout le monde sait quelle est la réalité, la situation militaire aujourd'hui. Moi, j'entends parler de débandade en face, j'entends parler de désertion affectant des bataillons entiers côté ukrainien, parce que il y a tout simplement une démoralisation qui est extrême. Donc, je pense qu'il y a eu des combats difficiles, et je pense qu'il y a eu beaucoup d'héroïsme aussi côté ukrainien aussi.
bien entendu. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce de vague qui fait que de vagues de bombardement, une supériorité aérienne indiscutable et puis une supériorité électronique qui est indiscutable aujourd'hui, hein, et qui fait que en face, même avec l'appui de l'OTAN qui d'ailleurs a largement baissé, même avec les remontons de date du président de la République et l'annonce de déplacement de troupes au sol, je me demande où on les prendrait et qui ce serait d'ailleurs. Et avec quels moyens, et quelles munitions, et quels équipements. Je pense que tout ça n'est pas sérieux, si vous voulez. Donc on est dans un monde de mensonges et dans un monde où on cherche à faire à tout prix valoir ce que l'on voudrait et non pas ce qui est. Et donc je pense que ça, c'est quand même le problème majeur de toute cette... de tout ce déferlement médiatique qu'on subit depuis 2 ans. Alors je note quand même qu'il y a un changement, c'est-à-dire que tous ces personnages qui s'exprimaient avec certitude, nous pronostiquant une victoire de l'Ukraine grâce à l'OTAN, ont un peu disparu, ou leur voix s'est un peu éteinte. Ils sont beaucoup plus discrets aujourd'hui. C'est pas par hasard. Tout le monde sait, tout le monde a les informations, je pense. Donc tous les gens un peu informés connaissent très bien l'aspect dramatique de la position ukrainienne aujourd'hui. Je pense que le premier à le savoir, c'est Zelensky, mais pourquoi a-t-il limogé son général Zaloujny ? Parce que Zaloujny avait commencé à dire la vérité, hein, et à un média étranger. Donc je pense que tout ça, c'est dénié à l'Ouest, et on est dans une espèce comment dirais-je, de déni, d'aveuglement idéologique qui peut nous coûter très cher, à nous Français. Je ne parle pas des Européens, mais je pense aussi aux Européens, bien sûr. Alors pourtant, vous avez évoqué des négociations, des espoirs de négociations. On peine à voir l'issue du conflit arriver. Vous avez évoqué aussi le pape. Quiconque évoque les négociations, et notamment le pape, se voit dénoncé par Kiev. Il en a fait les frais il y a 3 jours. Ce que je vous propose, c'est de regarder comment cela s'est passé entre lui, Kiev, mais aussi Moscou. L'idée évoquée par le pape est tout à fait compréhensible, a déclaré le 11 mars le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La veille, le pape François avait appelé la télévision suisse RTS à ne pas avoir honte de négocier avant que les choses n'empirent. Je crois que les plus forts sont ceux qui voient la situation, pensent aux gens et ont le courage de hisser le drapeau blanc et de négocier, a-t-il estimé. Négocier est un mot courageux, a-t-il ajouté. Des propos qui ont bien sûr scandalisé Kiev, réagissant aux propos du pape, sans le citer néanmoins, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que les personnalités religieuses qui tentaient d'aider l'Ukraine sont avec le peuple et non pas à 2500 km quelque part. Son ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, affirmant de son côté « Notre drapeau est jaune et bleu, c'est le drapeau pour lequel nous vivons, mourrons et triompherons, nous ne hisserons jamais d'autres drapeaux ». Ce à quoi Maria Zaharova, porte-parole de la diplomatie, a rétorqué avec ironie « Ils mentent comme ils respirent. Ils n'ont pas encore rejoint l'UE, mais ils ont déjà mis le drapeau partout ». Vous savez que Vladimir Poutine a parlé à plusieurs reprises de notre volonté et de notre ouverture à résoudre nos problèmes par la négociation, et c'est la voie privilégiée, a martelé le Kremlin. Mais la Russie juge irréaliste la formule de paix Zelensky, appelant au retour de tous les anciens territoires ukrainiens rattachés à la Russie et à la création d'un tribunal international pour des dirigeants russes. Une loi a aussi été édictée interdisant toute négociation avec la Russie. Alors les négociations semblent donc impossibles à l'heure actuelle, mais bien sûr, en même temps, l'aide occidentale commence à se tarir. Cela peut-il contraindre Kiev? Mais plus concrètement, comment le conflit peut-il prendre fin, Jacques Hoggard, selon vous? Dans votre livre, vous évoquez le scénario de la partition de l'Ukraine. Moi, je crois que la partition, elle est de fait réalisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, la partie russophone du pays, grosso modo, parce qu'il y a quand même un certain nombre de points, je dirais, litigieux à régler, comme Odessa, par exemple, hein, qui n'est pas neutre, qui est un sacré problème à régler. Je pense que la partie russophone du pays est de facto aujourd'hui sous le contrôle russe. Bon.
Et la partie occidentale va continuer à vivre sa vie avec. Alors le problème de ce pays, c'est qu'à mon avis, c'est un État, c'est un pays, mais ce n'est pas un État-nation. Il n'y a pas de nation ukrainienne. Je pense qu'il faut relire les ouvrages de nos anciens, comme Benoît Méchain ou autres, pour pouvoir le dire, mais on le voit tous les jours. En fait, c'est 50-50, si je puis dire. Les élections ukrainiennes présidentielles des 20 dernières années ont montré à quel point le pays était coupé en deux. Donc, moi, je pense qu'il va naître un nouvel État ukrainien, qui sera un État formé à partir des terres occidentales de ce pays. Alors, ça pose des tas de problèmes, y compris économiques, bien sûr. Hein. Le Donbass, les terres arabes qui ont été spoliées et vendues à des consortiums américains aujourd'hui pour plus de 50%. Tout ça va devoir être évidemment sur la table. Ça veut dire des négociations compliquées, c'est certain. Mais moi, je pense qu'elles vont arriver parce qu'à un moment donné, la puissance qui est derrière l'OTAN, qui est les États-Unis d'Amérique, commence à dire ça suffit. Donc, quand les Américains disent ça suffit, les pouvoirs qu'ils ont mis en place, qu'ils ont soutenus dans des crises, dans des guerres, ne pèsent pas grand-chose. Et moi, je serais à la place du président Zelensky, je serais inquiet pour mon sort personnel et pour ceux des ministres de mon gouvernement et de mon administration. Les Américains ont montré maintes fois qu'ils savaient parfaitement abandonner, quitte à les trahir, tous les gens qui leur avaient été fidèles. Donc, attendons, parce qu'il y a des élections américaines qui arrivent. Je ne serais pas étonné qu'elles produisent de grands changements dans les équilibres mondiaux. Et je ne serais pas étonné qu'elles amènent subitement un nouvel interlocuteur en face de Vladimir Poutine pour aborder cette question de la négociation. Il y a un point très important sur ces négociations, je pense, qu'il faut souligner, c'est que jamais la Russie n'acceptera une Ukraine membre de l'Union européenne et de l'OTAN. De l'Union européenne, même ? Même de l'Union européenne, je pense. Parce que l'Union européenne et l'OTAN, comme l'a dit son secrétaire général Jens Stoltenberg, ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc quand vous êtes le secrétaire général de l'OTAN et que vous dites ça, et que vous voyez le comportement d'Ursula von der Leyen, qui en est la secrétaire générale de l'Union européenne, vous voyez bien que c'est en fait une seule et même entité, si je puis dire, avec deux faces différentes. Donc je pense qu'il faut être conscient de ça, parce que j'ai vu ou lu certains généraux français de haut rang dire qu'il y aurait la partition, elle était inévitable, mais que par contre, ce qui resterait d'Ukraine, c'est-à-dire un État ukrainien, les restes de l'Empire Habsbourg ou de la Pologne et de la Lituanie, des possessions de l'époque, cet État devrait à tout prix appartenir à l'OTAN et à l'Union européenne pour sa sauvegarde. Je ne pense pas. Je pense exactement le contraire. Je pense que ce sera le mettre en grand danger et avec lui la paix en Europe. Voilà. Alors vous évoquez l'abandon éventuel de l'Ukraine par Washington, mais cela dit, d'autres l'entendent différemment. Emmanuel Macron, bien sûr, a refusé le 26 février d'écarter un envoi de troupes occidentales. Tout le monde en a parlé depuis. Donc évidemment de troupes de l'OTAN en Ukraine. Il a été désavoué par l'ensemble de ses homologues, ou presque européens. Que se passe-t-il, à votre avis, à l'Élysée ? Et peut-être dans le commandement français. Vous savez, je ne sais pas ce qui se passe à l'Élysée et je ne sais pas ce qui se passe à l'état-major, même si je connais les chefs d'état-major en place, au moins pour les officiers issus de l'armée de terre. Je ne les harcèle pas et je ne cherche pas à les embêter avec mes positions personnelles et mes avis qui peuvent être un peu iconoclastes. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que la position du président de la République est irresponsable. Elle ne correspond à aucune réalité tangible. Il conteste que ce conflit soit un conflit local. Je rappelle que c'est une guerre civile au départ. C'est une guerre civile déclenchée par le gouvernement ukrainien contre une partie de sa population au motif qu'elle est russophone et orthodoxe. Donc c'est une guerre civile et je me souviens d'avoir lu quelque part que le général Schmitt, chef d'état-major des armées, disait qu'une guerre civile, elle amène son contingent d'horreur de part et d'autre à part égale. Alors il faut quand même rappeler ça. Donc nous nous sommes mêlés d'un problème intérieur à l'Ukraine et à la Russie, au point d'en arriver peut-être maintenant à des prémices de guerre et peut-être de guerre nucléaire parce que on ne sait plus très bien ce qu'on maîtrise ou ce qu'on ne maîtrise pas.
Et je pense que c'est absolument gravissime et irresponsable. Et je pense qu'il est encore temps de faire machine arrière et d'arrêter cette escalade verbale, qui n'est qu'une escalade verbale, qui ne reflète absolument pas la réalité des choses derrière, car nous n'avons pas les moyens, nous Français, mais l'OTAN non plus, aucun des pays de l'OTAN n'a les moyens aujourd'hui de s'affronter pour le régime ukrainien d'aujourd'hui, dans une guerre de haute intensité avec la Russie. Je veux dire, Alors, ce matin, Vladimir Poutine a répondu indirectement à Emmanuel Macron dans une interview à Rossiya 1. Il a déclaré que la Russie n'aura pas de ligne rouge, c'est aussi l'expression évidemment employée par Emmanuel Macron, la Russie n'aura pas de ligne rouge contre les pays qui n'en ont pas contre elle. Est-ce là le risque de l'escalade ? Bien sûr, mais l'escalade, si vous voulez, à force de, comme le dit le pape très justement, à force d'aboyer aux frontières de la Russie, l'ours russe commence à rugir. C'est normal. Donc, pour moi, j'espère que tout cela n'est que de l'escalade verbale. J'aimerais en être totalement sûr pour mieux dormir la nuit. Je pense à nos enfants et nos petits-enfants. Je veux dire que la France n'est pas l'ennemi de la Russie, pas plus qu'elle n'est l'ennemi de l'Ukraine ou l'ami de l'Ukraine. Pas plus, mais je rappelle quand même, il faut relire nos classiques, Chateaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, disait, comme il était important, que la France et la Russie s'entendent, car elles n'avaient aucune frontière commune, aucun litige continental en commun, qu'elles avaient toutes les raisons de collaborer à partir du moment où la France avait donné sa langue aux élites russes de l'époque, où la culture russe était imprégnée de culture française, et où il y avait un vrai... Voilà, c'est pas être pro-russe que de dire ça, c'est être pro-français. Et je pense que les téléspectateurs qui nous regardent doivent comprendre ces notions-là. Nous n'avons absolument rien à faire dans ce conflit qui est au départ une guerre civile déclenchée par le gouvernement ukrainien issu du putsch de Maïdan en 2014, il faut le rappeler, et qui s'en est pris à sa propre population, la bombardant pendant pratiquement 10 ans, faisant entre 15 000 et 18 000 morts, dont des enfants, des femmes, etc., etc. Donc il faut rappeler tout ça quand même. 18 000 morts de part et d'autre à ce moment-là, mais en effet c'était une guerre civile comme vous le rappelez. Vous dites que dans votre essai que la France n'a guère brillé face au conflit ukrainien. La France, donc le pouvoir français, mais pas que, semble-t-il, puisque Bardella et le Rassemblement national se sont abstenus hier, le 12 mars à l'Assemblée nationale, lors du débat sur l'aide française à Kiev. Est-ce là un motif de déception pour vous ? Moi, écoutez, je ne vais pas rentrer dans la sauce politicienne française, ça ne m'intéresse pas. J'ai mon avis, bien sûr, mais moi, ce qui me navre, c'est l'image que la France donne en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes déconsidérés. L'ambassadeur de Glignasti, aujourd'hui, a sorti un petit livre très, très récemment qui s'appelle France, une diplomatie déboussolée. Nous n'avons plus de diplomatie, surtout. Nous n'avons plus de vision, nous n'avons plus d'axe. Si vous prenez la politique française dans cette affaire dramatique de l'Ukraine, M. Macron a commencé par dire qu'il fallait tout faire sauf humilier la Russie, et puis on a changé. Il est allé se faire gronder par Zelensky à Kiev, et du coup il a changé d'optique, au point d'être maintenant le va-t-en-guerre que toute l'Europe regrette qu'il soit, à commencer par nos voisins allemands. Donc si vous voulez, il y a beaucoup d'incohérence dans tout ça, beaucoup d'amateurisme dans tout ça. Alors côté franco-français, les partis, j'ai des amis dans différents partis et j'en parle avec eux. Je regrette que les dirigeants politiques n'aient pas plus de courage. Voilà. Il y a un certain... Et peut-être nos chefs militaires aussi. Je pense qu'il y a un moment où il faut savoir taper du poing sur la table et dire non. Voilà. Et je pense que nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Pas encore tout à fait là, mais les choses évoluent. Si par exemple je prends un sondage BFM TV et Lab sur l'opinion française, sur l'opinion à l'égard du soutien français à l'Ukraine, 39% des Français considèrent que la France doit continuer de soutenir économiquement et financièrement Kiev, soit 11 points de moins
qu'en juillet 2023. Et c'est la même tendance que l'on observe s'agissant du soutien militaire, moins 9 points, 43% jugent qu'elle doit continuer son soutien comme elle le fait actuellement. Macron sera-t-il, à votre avis, de plus en plus à contre-courant ? Je le pense, parce que le bon sens va finir par s'imposer. Je veux dire, on a menti aux Français pendant 2 ans. Un grand renfort de déclarations politiques, de déclarations médiatiques, de soi-disant experts qui s'exprimaient. Les rares personnes qui ont osé émettre un discours un petit peu différent ont été à ce moment-là bannies des plateaux de télévision et des médias. Donc, si vous voulez, je pense que l'opinion publique française a été matraquée, moi, je le dis franchement, pendant 2 ans. Et là, elle commence à se rendre compte que c'est pas tout à fait ce qui se racontait dans les médias. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens commencent à mesurer la réalité de ce qui nous arrive, c'est-à-dire la chute du prestige de la France, de son rayonnement. Pas qu'en Europe, hein, c'est vrai en Afrique. On pourrait aussi parler de l'Afrique et de du French bashing, pour employer un mot anglo-saxon, en Afrique. Mais tout s'explique. Tout a des raisons objectives. Et ça fait... moi, je pense qu'on a commencé ce compte à rebours sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et on s'est enferré et on a aggravé les choses, en particulier depuis que maintenant M. Macron est au pouvoir en France, depuis 2017. Mais je veux dire, il y a une prise de conscience souhaitable. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Hein. Il y a une prise de conscience souhaitable pour que les Français comprennent qu'on les a quand même complètement désinformés, parce que c'est le mot majeur. Vous évoquez dans votre essai les causes profondes du conflit. Vous dites que les Russes et les Ukrainiens sont des peuples frères, même si évidemment aujourd'hui ils sont en conflit et le conflit est d'autant plus fratricide. Mais l'Ukraine a donc été vassalisée par Washington, dites-vous. Pensez-vous qu'il suffirait de retirer en fait l'OTAN ou l'ingérence américaine pour que les choses en fait rentrent dans l'ordre ? Alors l'OTAN, sûrement, parce que l'OTAN c'est un appareil militaire. Donc si vous voulez, l'OTAN s'emploie depuis 2014 à américaniser, à otaniser l'armée ukrainienne et à prendre sous contrôle ce pays. Alors l'OTAN, bien sûr qu'il faudrait s'en débarrasser. Moi je l'ai toujours dit. J'ai vu, si vous voulez, j'ai servi sous la bannière de l'OTAN au Kosovo en 1999. J'ai vu les ravages de cette organisation qui, de défensive, est devenue offensive. Voilà. En devenant offensive, elle n'amène que plaies, désolation, destruction et guerre, finalement. Donc, bien sûr, ça c'est la première étape. Mais derrière, les États-Unis, non. Je pense que les États-Unis sont un acteur majeur aujourd'hui de reprise de contrôle de ce qui se passe en Ukraine. Ils ont trop d'intérêts économiques, ils ont trop d'intérêts stratégiques pour qu'ils soient tenus pour quantité négligeable. Ils ont un rôle à jouer, et c'est pour ça que, par rapport, là je me mêle de politique étrangère et je fais une ingérence, mais je me mêle un peu de ce qui ne me regarde pas en direct, mais il est évident que je pense qu'un président Trump n'aurait pas fait ce qu'a fait un président Biden. Ne serait-ce que parce que le président Biden est impliqué personnellement dans des opérations lucratives d'enrichissement en Ukraine, à travers son fils et son frère, et qu'il a donné à fond dans la corruption. Je pense que Trump aurait été beaucoup plus mesuré, réservé, et je pense que l'Amérique n'aurait pas joué ce rôle actif tel qu'elle le joue maintenant depuis 5 ans. Voilà, mais il y a des bonnes nouvelles quand même. Quand Victoria Nuland annonce sa démission la semaine dernière, pour des raisons que l'on soupçonne, mais qu'elle n'a pas évidemment détaillées. Officiellement sa retraite. Officiellement sa retraite, mais en réalité, on peut penser que c'est parce qu'on est en train de découvrir et de lever un certain nombre de poteaux roses en Ukraine, dans lesquels elle a bien trempé, puisqu'elle a été quand même un peu l'architecte de la révolution d'Euromaïdan en 2014. Donc, vous voyez, il y a quand même des éléments positifs, et je pense que si les États-Unis évoluent, alors ce sera un gage de paix réel, parce que, alors ils lâcheront Zelensky, c'est sûr, ils s'apprêtent peut-être même à le faire dans les jours et les semaines qui viennent, mais parce que c'est leur méthode, que je regrette, parce que c'est une méthode un peu cynique, un peu brutale, mais c'est leur méthode.
C'est leur méthode. L'abandon de Zelensky est-il pour bientôt? Eh bien, Jacques Hogarth, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir répondu encore une fois présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie, publié aux éditions Hugo Doc. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo. Merci à tous et bonne soirée.